Bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode du podcast « Ma dernière séance de psychanalyse ». C'est Laetitia qu'on va entendre aujourd'hui. Et comme elle me le rappelle, Freud disait qu'une psychanalyse est réussie quand on a réappris à aimer et à travailler. Or, le triptyque « mari-enfant monospace », comme elle dit, c'est pas pour elle. Mais alors quelle vie veut-elle ? Laetitia a 45 ans et nous raconte ses 17 ans en analyse à la découverte de sa singularité, de ses failles et de ses désirs. Elle raconte le vertige qui l'a saisie sur le divan, la profonde dépression qu'elle a traversée, la reconnexion à sa part d'artiste, peintre, poète, et le long chemin jusqu'à l'évidence de cette dernière séance. Sa psychanalyse en un mot ? Ambivalence. Et elle va nous raconter pourquoi. Avant de vous laisser dans la douceur de cet épisode, petite info de service. Si vous êtes pétri d'angoisse à l'idée de manquer un prochain épisode du podcast, j'ai pensé à vous. Vous pouvez maintenant vous inscrire et recevoir un email de ma part dès qu'un nouvel épisode est publié. Génial, non ? Le lien pour s'inscrire est dans le descriptif du podcast. Et voilà une angoisse de moins. Allez, bonne écoute et à très bientôt. Comment te sens-tu ? Un peu stressée. Pourquoi t'es un peu stressée ? Parce que dès que ça touche à l'analyse, il y a la petite, je sais pas comment dire, la petite appréhension de, je vais me découvrir dans tous les sens du terme. D'ailleurs, me découvrir peut-être moi-même à travers l'échange et puis se découvrir à l'autre évidemment. Donc voilà, c'est un peu stressant, mais bon, c'est du bon stress, on va dire ça comme ça. Ok. Et alors, j'ai envie de commencer tout doucement en te demandant, est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu peux donner quelques indications pour qu'on s'imagine la personne derrière la voix ? Comment me présenter ? Je dirais que j'ai roulé ma bosse, on va dire, en tant qu'analysante, puisque je suis restée 17 ans en analyse et que c'est pas complètement terminé. Donc je vais te parler effectivement de ma dernière séance avec mon ancien psychanalyste, qui a été très longue. Enfin, je sais pas comment dire. Ça a pris du temps pour que ça s'arrête. Et puis aujourd'hui, je suis en nouveauté entre guillemets. J'ai décidé de repartir voir quelqu'un d'autre pour différentes raisons. Voilà, j'ai 42 ans, je suis célibataire je suis célibataire, je suis en concubinage, on va dire. Voilà, j'ai pas d'enfant et je suis professeure. Et je vais te demander de reculer un peu ton micro. C'est bon là ? C'est mieux ? Super. Si tu devais résumer ta psychanalyse en un mot ? Ambivalence, c'est clair. Quand je suis rentrée en analyse, j'avais 25 ans. J'en ai 42 donc aujourd'hui. C'est ton anniversaire ? Non, pas aujourd'hui. J'en ai 42 actuellement. C'est mon anniversaire demain, c'est pour ça que j'ai cru. Ah, bon anniversaire en avance alors. Merci. Non, j'avais 25 ans, j'étais pas forcément mal, mais j'étais pas très bien non plus. Disons que il y avait un passif, on va dire familial assez lourd. Tu veux dire quoi ? Je sais pas comment exprimer la chose. En fait, mon père a été diagnostiqué maniaco-dépressif quand j'avais 12 ans. Et à la suite de ça, a un peu explosé la cellule familiale. Et en fait, il y a eu pas mal de soucis, notamment avec mes sœurs, qui ont fait des dépressions, avec tentatives de suicide. Bon, voilà, ça a été assez lourd dans mon adolescence. J'ai pas eu l'impression de mal vivre les choses quand j'étais à cette période-là. Et puis j'ai commencé ma vie, c'est-à-dire que je suis allée à la faculté, j'avais des amis, j'avais un copain, tout allait bien et je commençais à travailler. Et le fait de commencer à travailler m'a dit, entre guillemets, il y a eu une petite voix qui a dit « ce sera peut-être bien que tu ailles voir un psy » pour essayer de
peut-être surmonter un certain nombre d'états émotionnels qui, moi, me travaillaient beaucoup. Et du coup, j'ai cherché dans les pages jaunes. Ça veut dire quoi, des états émotionnels? Qu'est-ce qui te travaillait? Euh, C'était, je m'emportais pour un rien, je m'énervais assez rapidement, j'étais assez irascible. Et puis je savais pas ce que je voulais. Alors ça, c'était clair. Je savais absolument pas ce que je voulais. J'étais avec un homme à cette époque avec lequel j'aurais pu faire ma vie, mais je savais pas. Je savais pas si c'était la bonne personne ou pas, si j'avais envie d'avoir le mari, les enfants, la maison, le chien, le monospace. Et puis, je me suis retrouvée sur le divan du psy à questionner tout ça. Pourquoi un psychanalyste? Pourquoi pas une psychothérapie? Alors, dans le je ne sais pas ce que je veux, il y a une autre problématique, c'est que je ressors d'une relation, enfin, je suis en relation donc avec cet homme, qui a à peu près le même âge que moi, sauf que je fais un espèce de méga transfert sur un de mes anciens profs de fac. Et j'en tombe amoureuse, hein, tout simplement, mais avec une espèce de retenue qui fait que les choses sont pas possibles parce qu'il est marié, il a des enfants et que je me vois pas être avec quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi et qui en plus n'est pas libre. Donc tout ça mélangé, ça a été le déclic. Et pourquoi le psychanalyste? Parce que dans mes études, j'ai croisé la psychanalyse et je me suis dit que c'était certainement là que je pouvais trouver des réponses. Après, je m'étais pas plus renseignée que ça sur les autres types de thérapies. Mais dans mon esprit, dans ma tête, c'était je devais aller voir un lacanien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi plus un lacanien qu'un freudien ou d'une autre orientation. Mais j'étais dans cette espèce d'urgence qui fait que j'ai ouvert les pages jaunes. J'ai commencé à regarder les psychanalystes donc qu'il y avait dans ma ville. J'en ai pris 3 au hasard. Et j'ai appelé les 3. Le premier n'a jamais répondu. Donc voilà, ça a sonné dans le vide. Le deuxième m'a répondu, mais il faisait de la psychanalyse à domicile. Donc j'ai trouvé ça très étrange. Waouh! Donc il vient chez Donc toi et tu t'allonges sur ton voilà, propre divan. voilà, tout à fait. Waouh! Tu crois que ça existe Donc encore ça m'a pas aujourd'hui? trop rassurée. Je sais pas. Non, je crois en tout cas, alors je suis toujours dans la même ville et je crois qu'il est plus là. Mais, mais j'avais dû regarder il y a quelques années. Mais bon, pourquoi pas, c'est un concept. Et puis le troisième qui avait 2 numéros de téléphone, donc un fixe et un portable. Le portable renvoyé sur le fixe et vice versa. Donc ça m'a rassurée. Je me suis dit au moins c'est quelqu'un qui veut être joignable. Et donc j'ai laissé un message et il m'a rappelé genre 2 ou 3 heures après en me disant qu'il me proposait un premier rendez-vous, qu'il était d'orientation lacanienne et voilà, qu'on discuterait des modalités la première fois qu'on se rencontrera. Et je suis restée alors approximativement parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts, il y a eu des pauses on va dire. Il y a eu des pauses et j'ai fait 8 ans sur le divan, il y a eu une première pause et puis après j'ai fait 9 ans avec des pauses mais en face à face. Toujours avec le même analyste. Toujours avec le même analyste pendant 17 ans. J'ai commencé en octobre 2004 et j'ai fini récemment en mars. Ok. Et alors, tu rentres en analyse, tu as ce terrain familial dont tu nous parlais, tu as cette histoire d'amour impossible avec un prof et un homme avec qui tu partages ta vie et tu te dis est-ce que c'est celui-là avec qui je vais acheter un monospace et la maison. et la maison. Si je te projette dans ta dernière séance, qu'est-ce qui a été résolu? Est-ce que quelque chose a avancé par rapport à ta demande d'entrée? La demande d'entrée, c'était pas la vraie demande. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est... Oui, j'ai résolu le problème puisque j'ai quitté mon copain de l'époque.
L'histoire d'amour impossible est passée, hein, à un moment donné, quand c'est impossible, je pense que on lâche prise finalement à un moment donné. Et puis le terrain familial, bah, il est ce qu'il a été, hein, ça changera pas. Mais mes relations avec ma famille sont plus sereines, on va dire, plus sereines, ça se passe mieux, quoi. Il y a encore il y a moins de tension, il y a moins de crispation en tout cas de ma part. Et je dis beaucoup plus les choses qu'auparavant aussi. Et tu te souviens comment t'as pris ta décision? Comment t'as pris ta décision de te dire cette fois c'est fini? Alors la dernière séance, ça faisait un moment que je cherchais à partir. Je ne savais pas comment partir. En fait, il y a quelques années, je suis partie en claquant la porte, je suis partie en pleurant, je suis partie plein de fois, puis je suis revenue à chaque fois. Donc là, qu'est-ce qui fait que cette fois-là c'était la bonne? Bah en fait, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, amoureuse, et je me suis dit que je voulais pas c'était un nouveau départ pour moi, donc il me fallait aussi un nouveau départ avec l'analyse. Et je me suis dit, bah en tout cas avec celui-là c'est fini. Voilà, il y a quelque chose qui s'est clôturé, et sur un ras-le-bol. Je devais faire 40 minutes de route pour aller le voir, aller. Donc à peu près 35 km aller pour le voir. J'en avais assez de faire les allers-retours. Et puis, j'étais dans une espèce de routine avec lui, parce que ça faisait quand même 17 ans que j'y allais. Et j'avais envie d'autre chose. Et ça a été une espèce d'évidence qu'il fallait que je passe à quelqu'un d'autre, en fait. Bon, mais pour autant, je me disais, il y a un truc qui est pas fini, quoi. Donc j'étais entre me dire, est-ce que j'arrête, je fais une pause, est-ce que je vais voir quelqu'un d'autre? Et en fait, je suis allée poser ces questions à quelqu'un d'autre. Je suis allée voir une psychanalyste dans ma ville. Et puis j'ai retrouvé le cadre, j'ai retrouvé les fauteuils, le divan, le truc. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas, j'arrive pas. Donc j'ai fait une petite pause, voilà. Est-ce que tu peux du coup me raconter cette dernière séance? Comment ça s'est passé? Et ben la dernière séance, je suis arrivée, mais je l'avais déjà prévenue par mail. Je lui avais dit, écoutez, voilà, je pense que bah, tout ce que je viens de t'expliquer, la lassitude, la route, la routine, bon, tout ça, j'en ai assez et j'ai besoin de passer à autre chose. Et j'avais déjà pris rendez-vous avec la psychanalyste de ma ville. Donc du coup, je lui pose les choses en lui disant, voilà, bah, ce sera la dernière séance, la prochaine séance. Et donc j'arrive et je lui dis, bon bah voilà, c'est la dernière. On y est enfin. Et je lui dis, on y est enfin parce que au début de mon analyse avec lui, il me disait que je voulais avoir fini avant même d'avoir commencé. En fait, j'étais déjà dans l'idée de finir quelque chose, alors que j'entamais à peine mon analyse avec lui, quoi. Donc voilà. Et puis bah ça a été très cordial. Il m'a dit d'accord, chose qu'il m'avait pas dite avant. Il m'a dit d'accord, je comprends, j'entends. Et là, il m'a dit, vous rencontrez un homme et vous allez rencontrer une femme. Parce que la psychanalyste donc est une femme. Euh, et moi, j'avais rencontré l'amour. Et bon, j'étais un peu, peu perplexe sur son intervention, mais bon, voilà. Donc ça s'est bien passé, ça s'est fini, quoi. Et il m'a demandé, il m'a dit si je le souhaitais, de lui donner des nouvelles et de le tenir au courant de mon parcours. Voilà. Et je suis partie, j'ai versé ma petite larme. Mais voilà, petite larme de c'est fini, quoi. Voilà, c'est pas.
mais plutôt positive cette séance parce que il m'a laissé partir comme on laisse partir son enfant quand tu vois quand voilà c'est le moment quoi. Donc plutôt satisfaite de cette dernière séance et bon voilà le parcours a été compliqué hein, quand même pour moi Mais en tout cas, t'as mis un point à ce moment-là. C'est marrant parce que je sais pas si je suis jaloux ou très inconfortable à l'idée que mon analyste, si tu as écouté l'épisode 1, tu sais oui qu'il a terminé d'une oui façon oui assez conflictuelle, selon moi. Euh, et en fait, je me disais, ah là là, j'avoue la chance et tout. L'analyste qui dit, donnez-moi de vos nouvelles, qui quelque part te valide, moi c'est mon gros sujet. En tout cas, qu'il a envie de te suivre. Et je sais pas si je suis jaloux ou si moi j'aurais pas envie en fait. J'aurais pas envie de cette mise à jour de relation où quoi soudainement on est amis. Enfin, du coup, lui aussi il t'envoie de ses nouvelles. Il te dit coucou. non non ça reste unilatéral entre guillemets non non c'est tout le problème de la relation que j'ai avec cette personne. C'est-à-dire que c'est mon Hmm. psy, je lui ai confié un certain nombre de choses, il m'a vu dans des états pas possibles, que personne, enfin, que d'autres personnes n'ont pas vu. Il connaît des choses que j'ai peut-être jamais dites à quiconque. Et moi, je connais pas grand-chose de lui. Alors quand je dis pas grand-chose, c'est que bah oui, il a un profil Facebook, donc bah, il y a deux trois photos qui traînent. Il y a peut-être deux trois choses en 17 ans évidemment qui lui ont échappé. Il reçoit son cabinet est accolé à sa maison, donc forcément il y a des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que bon, mais globalement je sais rien de lui. Enfin, je veux dire, je sais pas quelle est sa couleur préférée, je sais pas à part ce qu'il y a dans son cabinet, c'est tout quoi. Enfin, c'est pas un intime. C'est pas un ami, c'est pas un intime. Et en même temps, il y a un lien fort et concret qui s'est établi et s'est forcé en 17 ans. Sur cette première tranche, Mhm. qu'est-ce que du coup la psychanalyse a révélé pour toi? Elle a révélé une faille, enfin des failles, de la vulnérabilité, de l'humanité et de la singularité. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et elle m'a permis de me remettre dans des considérations vraiment singulières, notamment par rapport à l'art, puisque je peins, je suis peintre, enfin je suis peintre, je sais pas, mais en tout cas je peins. Ça a révélé quand même beaucoup de failles et beaucoup de vulnérabilités que je n'acceptais pas et que comme je l'acceptais pas chez moi, je l'acceptais forcément pas chez les autres. Et alors concrètement, comment l'art de la psychanalyse t'a permis de mettre à jour ces failles et de les travailler? Est-ce que tu sais concrètement comment ça t'a aidé? Parce que j'ai traversé des moments très très compliqués, très difficiles et que j'ai été accompagnée sur ces moments-là. Alors, c'est là où l'ambivalence vient. C'est-à-dire que dans le transfert, il y a eu des moments où j'étais dans un transfert positif, c'est-à-dire que mon psy, c'était le meilleur, c'était le plus beau, le plus magnifique, etc., qui m'aidait, qui me soutenait, et puis il y avait des moments où il me lâchait, où il n'était pas là, où ça n'allait pas, et j'avais beau faire et dire ce que je voulais, il intervenait pas. Donc, ça m'a permis de prendre du recul à un moment donné. Alors, ça a été compliqué, hein, parce que faut savoir que le premier moment où je me suis sentie lâchée par mon psy, j'ai fait ce qu'on appelle une décompensation. Alors, c'est pas que du fait de ce qui s'est passé en analyse. Hein. Il y a plein de choses dans ma vie qui ont fait que ça n'allait pas, quoi. Mais je me suis retrouvée quand même à l'hôpital et après je suis rentrée plus ou moins en dépression. Enfin, même plus que moins. Je suis rentrée en dépression. À l'hôpital, ils ont appelé ça un burn-out. Bon, ok, ils ont mis un mot dessus. Après, ils ont appelé ça dépression chronique.
Il y a eu un petit temps où ils ont appelé ça bipolarité, parce qu'évidemment, avec les antécédents de mon père, ils n'ont pas été chercher midi à 14h. Moi, la façon dont je le prends, c'est que à un moment donné, j'ai été dans la découverte de cette faille et que ça m'a complètement submergée. Et je l'ai pas vu venir. Et je pense que le psy l'a pas vu venir non plus. Et cette faille, c'est ta singularité, ce qui te rend unique, notamment ton expression à l'art. C'est ça, c'est que tu t'es découverte. En fait, la psychanalyse en parlant 2 fois par semaine. À l'époque, ouais, c'était 2 fois par semaine. Ouais, en parlant 2 fois par semaine, en mettant des mots, t'es allée à la rencontre intimement de toi et tu t'es découverte dans ce que tu avais envie de faire, ce que t'aimais, etc. Et c'était, tu l'as vécu d'abord comme un choc. Je sais pas si c'est la découverte de mon désir ou de mes désirs qui ont été un choc. Peut-être, ouais. Certainement. J'avoue que je m'étais jamais posé la question comme ça, mais Ah, c'était une question, moi. Hein. si je reviens, ouais, ouais, non, mais si je reviens en arrière, la vulnérabilité dans laquelle je me suis trouvée, c'était une. Alors, moi, je l'explique comme ça, c'était une forme de régression. Je sais pas comment dire. C'était une espèce de, ouais, de flot émotionnel qui m'a complètement dépassée. Et puis, je me suis retrouvée dans un état dépressif. Bon, voilà. Après, est-ce que c'était parce que j'étais pas enclin avec mes désirs? Je sais pas. Je pourrais pas répondre à cette question. Tu me disais que pendant la psychanalyse, tu traverses une période dépressive dont tu t'es sortie du coup, Ouais. et tu as continué la psychanalyse. Euh, la dépression, elle était due à ce que je travaillais en analyse, mais ce que je travaillais en analyse, c'était ce que je vivais, donc et ce que j'avais vécu. Donc quelque part, à un moment donné, j'ai fait des choix dans ma vie, notamment de quitter encore une fois une relation finalement qui ne me convenait pas. Et ça m'a permis de rebondir. Et là, ça, c'est allé de mieux en mieux. Bon, disons que ça m'a pris du temps pour lâcher cette analyse et ce psy surtout. Moi, j'avais besoin de finir sur quelque chose de positif. Je pouvais pas partir en me disant le psy est pas d'accord ou voilà. J'avais besoin de son accord, j'avais besoin de son consentement, j'avais besoin qu'il me soutienne aussi dans ce départ en fait. Donc oui, donc j'ai continué. Tu m'as dit la psychanalyse m'a permis de découvrir ma singularité. Mm. Concrètement, c'est quoi ta singularité? Si tu devais me raconter qui tu es et comment tu es singulière, tu dirais quoi? La singularité, c'est plus dans ce que je vais désirer, dans ce que je vais créer. J'ai fait des études d'art. Je me suis arrêtée de créer moi-même, enfin personnellement en fait, à une époque, et je pensais que voilà, j'avais fait des études là-dessus, mais bon voilà, c'était pas important. Et puis je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me maintenait, que la création est quelque chose qui me permet d'avoir un équilibre justement dans ma vie. Et à l'époque où je trouve toutes ces failles entre guillemets de moi-même, j'ai pas de création. Je suis dedans, mais en même temps, ce que j'en ressors de cette création, c'est assez sombre. Créer quand tu vas pas bien, c'est compliqué. C'est très complexe. Et tu as l'impression que sans la psychanalyse, tu ne te serais pas rencontré artiste? Non, ça c'est une évidence. Je pense que j'aurais mis ça de côté en me disant que c'était pas important. Et ouais, non, je pense que j'aurais été plus dans la norme. Je sais pas comment expliquer, parce que la norme, ça veut pas dire grand-chose, mais plus dans... Peut-être que j'aurais suivi la voie du je me marie, j'ai des enfants, et je m'occupe de mes enfants, et je fais passer le foyer avant tout le reste, quoi. Donc, la création, c'est vraiment quelque chose de personnel, de singulier, et je pense que je l'aurais pas exploité en tout cas de cette manière-là.
Ça aurait pas pris cette importance-là dans ma vie, en fait. Bien sûr. C'est quoi les autres désirs que tu découvres grâce à la psychanalyse? Le désir d'enfant qui va rester en suspens. Et ça fait partie des choses qui sont encore actuellement au travail. Euh, et puis le désir de vivre, tout simplement. Je pense que le divan, moins en face à face, parce qu'il y a l'échange, parce que il y a le regard tout simplement de l'analyste. Mais sur le divan, je me suis dit, ouais, bah ouais, je veux vivre, quoi. Enfin, mon but, c'est pas de finir dans une boîte tout de suite, quoi. Donc, donc, euh, donc, je me suis accrochée. Parce que c'était un moment où où t'avais des pensées suicidaires? J'avais pas de pensée suicidaire. J'ai jamais eu de pensée suicidaire. Mais quand on est en dépression, il n'y a pas de désir, en fait. C'est ça la dépression. Il n'y a pas de désir. Donc le fait de me dire, bah oui, mais t'as quand même ce désir de vivre, c'est que quelque part, t'es pas complètement foutu, quoi. Il y a quand même une petite lueur d'espoir quelque part. Donc voilà. Donc la peinture, l'écriture, que j'adressais d'ailleurs à mon psy parfois. Je lui envoyais ce que j'écrivais, ce que je peignais par mail, en photo, etc. Ça m'a permis de me maintenir et de constituer un outil finalement pour pour le maintien de cette vie, quoi, de cet équilibre. Tu me disais tout à l'heure que t'as fini ta psychanalyse au moment où tu rencontrais quelqu'un, où tu rencontrais l'amour. Toi, rencontrer cette personne, tu vois un lien direct avec la fin de ta psychanalyse. Ça t'a aidé. Oui, oui, parce que je crois que c'est Freud qui dit que l'aboutissement d'une analyse, c'est d'aimer et travailler. Alors je travaillais, mais j'avais pas d'amoureux. Donc le fait de trouver un amoureux et de me sentir bien et de retrouver un équilibre aussi par rapport à ça. C'est pas que je vivais mal mon célibat, mais j'avoue que il y avait quand même quelque chose qui manquait. Euh, le fait de me retrouver dans cette relation, ça me permet d'aimer tout simplement. Donc oui, il y a quelque chose qui de l'ordre de la fin qui s'est manifesté effectivement. C'est marrant parce que grâce à ce que tu me racontes, je me rends compte que au moment où j'ai arrêté mon analyse, j'ai renoué avec un ancien amour, Mm-hmm. qui est pour le moment l'amour de ma vie, et je lançais une nouvelle vie professionnelle, et notamment l'art, puisque je me suis mis à la céramique, pas au même moment, mais en tout cas, j'y suis allé de façon plus sérieuse. Donc c'est marrant, je me connecte tout à fait avec ce que tu viens de dire, l'amour, le travail et l'art. Ouais. Et la singularité d'aller trouver qui on est, soit avec soi et pour soi, et du coup pour être bien avec les autres. Et c'est pour ça, moi, que j'ai trouvé que le silence en analyse était important. Ça dépend. Ça dépend. Le silence de l'analyste, moi, à la période où ça s'est pas très bien passé pour moi, on va dire, ça a été très dur. Parce que du coup, j'étais moi-même dans un silence. C'est-à-dire que j'ai eu des séances, je sais pas combien, hein, je les ai pas comptées, mais où il ne se disait rien. À part bonjour, Donc toi, tu ne parlais pas, non, et lui non plus. non. Waouh. Et pendant 30 minutes, allongé sur le divan, Non, c'était pas, là, j'étais redevenue, en retour en face à face. Enfin, tu me diras, j'ai pas été beaucoup en face à face au début. Mais après ces 8 ans de divan, je suis revenue au face à face et il y a eu pas mal de silence, effectivement. maintenant, explique-moi pourquoi tu sors du divan. Comment t'expliques la transition entre 8 ans de divan et hop, face à face? Eh ben, la décompensation. C'est lui, à ce moment-là, qui a dit, vu ce que vous traversez. Non, c'est moi. C'est moi et il a acquiescé. Voilà, il a acquiescé. Je lui ai dit, je me sens plus d'aller sur le divan. Il m'a dit, oui, effectivement, c'est peut-être mieux, effectivement, le face à face. Et en même temps, je l'avais jamais testé, ce face à face. Quasiment pas. Dire, j'avais dû faire 2, 3 séances, peut-être, vraiment en face de lui. Donc finalement, à un moment donné, il me dit, bah, vous voyez, c'est aussi ça la psychanalyse, une sorte de conversation. Bon, voilà.
bon, bah ok, je prends. Est-ce que tu as l'impression que en t'allongeant sur le divan, s'allonger sur le divan permet d'aller dans une telle profondeur en soi que ça peut être éblouissant Ah bah oui, oui, oui. et on peut s'y perdre? Est-ce que tu as cette impression que Oui, c'est la posture allongée qui a aussi précipité ta glissade? oui, oui, cette sensation de vide, cette sensation oui, abyssale, quoi, je sais pas comment dire. C'est ouais, vertigineuse, je sais pas, enfin moi c'est plus dans l'idée de la profondeur, voilà, qui est présente et dont on a du mal à se relever justement. C'est-à-dire que je prenais beaucoup de temps pour me relever du divan. Passer de la posture allongée à cette posture debout d'un seul coup, autant il y a des fois ça se faisait très naturellement et voilà, ça se faisait rapidement, autant il y a des fois j'avais besoin de m'asseoir avant, de souffler et repartir, quoi. Est-ce que tu penses à une anecdote sur cette psychanalyse? Oh, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. La première qui me vient à l'esprit, c'est justement sur ces moments de silence, j'arrivais plus à parler. Et du coup, j'ai décidé de m'enregistrer chez moi et de lui parler, mais en enregistrement. Et à une séance, je suis arrivée avec mon enregistrement et je lui ai fait écouter. Donc j'ai posé en fait, je sais plus, je crois que c'était sur le divan. J'ai posé sur le divan l'enregistrement. Moi, je me suis mise à côté et je lui ai révélé un certain nombre de choses de mon adolescence, voilà, des choses que j'avais jamais dites en fait. Et à la fin de la séance, il s'est levé et il m'a dit mais vous m'avez jamais dit ça. Et là, j'ai pris conscience que parler au psy, c'était aussi très compliqué finalement, même après toutes ces années, parce que je sais pas, ça faisait peut-être 6-7 ans que j'étais déjà en analyse, et c'était compliqué finalement de rentrer dans des choses très, très personnelles ou des choses que j'avais jamais dites, justement. Peut-être parce qu'on a du mal à se les dire à nous-mêmes, non? C'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de dire ce que tu as dit sur ce magnétophone? Je parlais de mon adolescence et du fait que et de mon rapport au corps. Donc je suis une personne bien portante, on va dire ça comme ça. Et bah, quand j'étais ado, évidemment, j'avais des moqueries, ce genre de choses. Bon, voilà. Et ce rapport au corps, en devenant femme, a été très compliqué puisque je suis tombée, on va dire, c'est pas de l'anorexie parce que on m'a pas diagnostiqué comme ça, mais j'en étais pas loin. J'ai fait de la boulimie, j'ai fait de l'hyperphagie. Enfin voilà, ça a été un combat de tous les instants sur cette question de corps et de poids du coup. Et c'est des choses que j'ai eu du mal à évoquer effectivement en analyse. Et je les ai plus travaillées avec mes propres solutions que vraiment avec le psy, parce que quand j'en parlais, ben, je me heurtais au silence. Et je pense que sur ces problématiques-là, c'est pas forcément la meilleure solution. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, en fait, il y a une chose que je voulais te dire. Je crois que c'est dans l'épisode avec Pierre où tu dis que ton analyste faisait des trucs avec des ongles, avec les ongles. Hum, hum. Ouais. Et c'est marrant parce que quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais ouais, le mien, il faisait des trucs bizarres aussi. Donc, quelque part, je me suis sentie moins seule. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai le seul psychanalyste qui fait des gestes ou des trucs bizarres derrière mon dos quand je suis sur le divan. Et en fait, non, je me suis rendu compte que bah, toi aussi, tu avais eu ton petit truc bizarre, voilà, auquel tu as donné du chance. Il faisait quoi, toi? Il y a deux choses. Il y a eu une fois où je lui ai donné à lire une sorte de recueil de poésie. Et c'est le sens que j'y donne, hein. Après, je sais pas du tout si c'était ça. À un moment donné, j'ai dû dire dans une phrase quand tu ponctues avec ton jeu de jambes. Un truc poétique, tu vois, qui part, voilà. Et donc, je lui donne ce recueil de poésie, je lui fais lire, il me dit, ah oui, bon.
Ouais, c'est très appréciable. Bon, voilà. Et il se met, à ce moment-là, enfin, quelques séances après, à croiser et décroiser les jambes, mais d'une manière qui est pas naturelle. Donc je me dis, à ce moment-là, je fais pas gaffe, puis c'est à un moment donné, je me dis, mais en fait, il est en train de ponctuer des choses avec son jeu de jambes, mais il faut qu'il arrête, quoi. Enfin, c'est pas parce que je l'ai écrit que... Donc je ne sais pas, je ne saurais, j'ai pas posé la question, donc je ne saurais pas, mais ça m'a fait penser à ça avec l'histoire des ongles. Voilà. Ouais. Moi, ça m'a rendu fou. Ah bah oui, je comprends. Parce qu'en fait, je porte régulièrement du vernis sur certains doigts. Hmm. Et en fait, dès que je portais du vernis sur certains doigts, c'est là où il faisait claquer ses ongles. Tu vois, je sais pas comment. Il faisait, ouais, il tapotait ses ongles. Et en fait, bah, je suis pas sûr qu'il faille aller chercher beaucoup plus loin que bah, ça dit quoi. Et en fait, c'est sûr que ses ongles peints disaient plein de choses. Il disait mon, mon droit à jouer, à sortir des codes du féminin et du masculin tels que définis en fait. Qui a dit que c'était les femmes qui portaient des talons et qui portaient du vernis? Moi, je Hmm. trouve que le concept d'avoir des couleurs, de choisir toutes les couleurs que tu veux et de les mettre sur le bout de tes doigts que tu as sous le nez toute la journée, je trouve ça génial. Pourquoi ça serait genré? Et je pense que c'est un de mes gros sujets, tu vois, les règles sociales ou sociétales, cette question du Hmm. masculin-féminin, et notamment parce que bah, au collège, au lycée, j'étais efféminé et j'ai très mal vécu beaucoup de brimades. Alors, harcèlement, en tout cas, les gens qui m'entouraient au collège, de façon répétée, se moquaient de moi et du fait que j'étais efféminé. Moi, ça m'a détruit le cerveau, quoi. Hmm. Ça m'a détruit le cerveau et le fait de trouver le courage de mettre du vernis. Alors j'imagine que pour plein de gens, ils vont se demander. Mais pour moi, c'est énorme. Bah oui. C'était énorme. Mais c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je sais pas si t'es inspiré d'avoir fait ta première psychanalyse. Je sais pas si tu te dis j'ai eu raison de le faire et ça m'a aidé. Ah, je me pose plus la question. Je me suis posé cette question et puis je me suis fait beaucoup de mal parce que au moment où ça allait vraiment pas pour moi, je me suis dit mais pourquoi je suis allée chercher ce psy, pourquoi je suis allée déterrer les trucs qu'il faut pas déterrer, aller chercher les cadavres, les je sais pas quoi, enfin voilà, j'ai pas résumé 17 ans en l'espace d'une heure, hein, mais à un moment donné, je me suis dit bah c'est comme ça, c'est-à-dire que j'en ai eu besoin à une époque, ça m'a beaucoup aidé au tout début. Bon, ça a dégringolé à un moment donné, mais je suis remontée, tant bien que mal. Ça a été long, mais voilà, c'est mon parcours, quoi. C'est ma singularité. Quand je parlais d'ambivalence au tout début, c'est-à-dire que la psychanalyse, c'est pas bien ou c'est pas mal. C'est tout. Il y a pas, voilà. Je pense que les psys n'ont pas de choses à juger au niveau du bien ou du mal et c'est peut-être ça qui est compliqué justement parce que dans nos esprits une dépression c'est pas bien mais en fait une dépression si elle est là il y a une raison. Si on fait une dépression c'est que effectivement il y a quelque chose qui va pas mais c'est la réaction à ça donc et, et pour moi la psychanalyse elle est pas très éloignée finalement de la vie. Dans ta vie tu peux pas dire bah ma vie enfin je sais pas, réussir sa psychanalyse, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un mode d'emploi. Donc, tu vois, voilà, c'est plus là-dessus, quand je dis bien ou mal, c'est-à-dire réussi ou pas réussi, enfin, ça met une évaluation là où il ne devrait pas y en avoir. Mais c'est mon point de vue. Après, je peux comprendre qu'on n'a pas envie de passer 17 ans et d'y retourner en plus, parce que là, j'y retourne. Donc, bon. Mais si tu y retournes, c'est donc bien que la psychanalyse, t'y trouves quelque chose de puissant. Parler,
parler et avoir ce moment pour soi, pour parler de soi, c'est important. Enfin, moi, en tout cas, ça me soutient. Il y a quelque chose qui me soutient dans cette parole et dans l'écoute que l'autre peut avoir.